Bonjour tout le monde. Monsieur le chancelier de l'Université de Montréal, éminent conférencier et panéliste, Madame la directrice du FRQ, distingués invités, chers collègues, chers étudiants, chers diplômés, le plaisir est immense ce soir, en ayant le privilège de vous accueillir pour lancer la commémoration du 10e anniversaire de l'École de santé publique, l'ESPOM. En réalité, plus que les 10 dernières années, ce que nous soulignons aujourd'hui, c'est une marche collective entamée depuis plus d'un siècle par la communauté de l'UDM en portant le flambeau de la santé publique. L'engagement de l'UDM dans l'enseignement et la recherche en santé publique comme instrument d'amélioration de la santé des populations, c'est un siècle d'histoire. Les premiers jalons de cette histoire ont été posés depuis longtemps déjà, en 1911, à l'intérieur de la faculté de médecine, avec la création d'un programme dédié à la formation des médecins hygiénistes. Par la suite, longtemps avant l'inauguration de l'ESPOM en 2013, l'université avait investi à 2 reprises dans la mise en place successive de 2 écoles affiliées, autonomes, porteuses de cette mission de santé publique. En premier lieu, il y a eu l'école d'hygiène sociale appliquée qui aura existé de 1925 à 1941. Et plus tard, en 1945, c'est l'école d'hygiène tout court qui sera mise sur pied à l'instigation de nul autre que Armand Frappier, pionnier de la vaccination contre la tuberculose. L'école d'hygiène sera intégrée à la faculté de médecine en 1969 et il faudra ensuite un long intermède, une longue gestation avant que le secteur ne reconquiert son autonomie de gestion en 2013 avec la création de l'ESPOM. On peut dire que ce siècle d'histoire reflète une interconnexion, un dialogue essentiel entre médecine et santé publique. Mais il montre aussi l'effort constant qu'a déployé le secteur de la santé publique pour ne pas rester confiné dans l'ombre de la médecine, s'affranchir de cette dernière pour porter son action dans la production de la santé et du bien-être plutôt que simplement dans la prise en charge des maladies. Durant ce siècle d'histoire, la santé publique aura été un moteur de progrès par son action en matière de contrôle des maladies infectieuses, d'assainissement, d'hygiène, de promotion de la santé. Cependant, face aux nouveaux défis, la santé publique est appelée constamment à se renouveler et à élargir la portée de son action. Aujourd'hui, la santé publique est confrontée au défi de s'allier à de larges secteurs et partenaires, pas simplement pour prévenir et contrôler les maladies, mais pour transformer les structures sociales qui les engendrent, pour créer des conditions sociales et environnementales qui favorisent la santé et le bien-être et réduisent les inégalités. Ce 10e anniversaire arrive à un moment charnière, un moment tournant de l'histoire de notre humanité. Nous émergeons d'une crise majeure de santé publique qui a ébranlé nos certitudes, qui a montré nos vulnérabilités. D'autres crises, peut-être plus profondes, nous menacent. Pensons à la crise climatique, pensons aux maladies chroniques. Il est de notre responsabilité de saisir ces enjeux comme une occasion de transformation
des structures et des pratiques qui les alimentent. C'est l'aspiration de nos conférenciers et panélistes d'aujourd'hui qui nous appelle à une réinvention de l'activité physique pour l'inscrire dans un modèle tourné vers l'avenir, un modèle de santé durable. Nous saluons leur engagement. Faut-il rappeler que les grands succès de la santé publique ont toujours résulté de ce type d'engagement. Le tabagisme a reculé, nos routes sont aujourd'hui moins dangereuses, nos lieux de travail sont aujourd'hui plus sécuritaires parce que des réformateurs, des chefs de file sensibles aux enjeux de santé publique n'ont pas hésité à s'engager, à remettre en question le statu quo, à faire des propositions audacieuses, voire radicales, en profitant des fenêtres historiques qui leur ont été ouvertes. Nos invités du jour sont de la trempe de ces réformateurs, de ces chefs de file, et nous avons hâte d'entendre le grand défi qu'ils nous proposent. Je vous remercie de votre attention et je vais céder le micro à notre chancelier, M. Franz Saint-Élémé. Me connaissant, je vais l'échapper, alors aussi bien de le laisser à terre. Bonsoir. Bonsoir. Oh, vous êtes avec moi. Vous allez bien? Et merci beaucoup à l'École de santé publique pour cette invitation. Ça fait plusieurs fois que le doyen Hardy et moi, on parle de s'engager avec l'École de santé publique. Puis, je ne pouvais pas trouver une meilleure occasion que ce soir d'être avec vous. Alors, merci pour l'invitation, M. Hardy. J'aimerais aussi prendre le temps pour saluer nos invités de ce soir, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, tous nos conférenciers et panélistes, les membres de la communauté de l'École de santé publique. Ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un fan des professeurs, des éducateurs, de tous ceux qui travaillent autour de l'université, qui permettent de produire les champions du futur. Donc, tous ceux aussi qui sont de proches ou les invités, donc je vous souhaite la bienvenue au Campus 1000. Si vous n'avez pas eu la chance de visiter, c'est spectaculaire comme endroit. Je suis toujours heureux de venir ici. Mais ce soir, je suis très heureux d'être avec vous à cette conférence qui est une façon géniale de lancer les festivités du 10e anniversaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, mais surtout aussi parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les conférenciers et nos panélistes aujourd'hui. Je suis un fan de Pierre Lavoie et de Jean-François Harvey, des athlètes accomplis qui ont à cœur le changement et qui s'investissent à tous les jours dans le changement. On ne peut pas avoir de meilleurs ambassadeurs de la pratique sportive chez les jeunes. Je suis aussi un fan du docteur Mylène Drouin, une diplômée de l'Université de Montréal qui est devenue une figure de proue de la santé publique au Québec. Je suis aussi fan des professeurs Sylvana Côté et Mélanie Anderson, qui sont des scientifiques très engagés pour la santé des enfants. Et enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je suis un fan de Laurent Duvernay-Tardif? Blague à part, il y a 3 ans, mon fils, qui a 18 ans aujourd'hui, qui est un joueur de football, il m'a offert un cadeau à Noël. Et je vois, la couleur des Kansas City Chiefs. Puis là, moi, dans ma tête, Patrick Mahomes, all day long. Et il arrive, Laurent Duvernay-Tardif, c'est le meilleur cadeau que j'ai eu. Donc, c'est une vraie... On a besoin d'une photo avec le jersey et j'ai besoin d'une signature. Merci. J'ai vraiment hâte de vous entendre vraiment ce soir. C'est une thématique qui est importante et pour moi, l'activité physique, c'est un peu la base de la santé publique. C'est une manière sûre et efficace de prévenir les maladies, mais aussi que ce soit physique et mentale. La pratique sportive peut même changer la trajectoire d'une vie. Et ici, je ne parle pas de rare professionnel, parce que lui, c'est un spécimen
rares, mais dans la vraie vie de tous les jours, ou des champions olympiques, par exemple, mais dans la vraie vie de tous les jours, le sport sauve des vies et change des vies. Quant à moi, j'ai commencé à pratiquer le soccer dans les ruelles de Port-au-Prince à l'âge de 7 ans en Haïti, avant de quitter le pays. Quand je suis arrivé à Montréal, ma seule langue que je parlais, qui était une langue universelle, c'était la Coupe du monde au Parc Miron. Donc, ceux qui connaissent l'ancienne carrière Miron, il y avait un parc, odeur nauséabonde, santé publique mauvais, mais bon. Mais il y avait la Coupe du monde. Dans cette Coupe du monde-là, le Québec était représenté, l'Italie, plusieurs Latino-Américains, des Chiliens, des Colombiens, mais aussi des Cubains, des Africains et aussi des Haïtiens. Donc, tout le monde avait sa place sur le terrain. Et les Coupes du monde du Parc Miron sont devenues célèbres et légendaires. D'ailleurs, j'ai plusieurs de mes amis qui sont encore des amis aujourd'hui grâce à ces Coupes du monde. Donc, grâce au soccer, j'ai eu la chance aussi de représenter le Québec au championnat des provinces, des sélections provinciales, U15, U17 et les Jeux du Canada U20 à Victoria. J'ai aussi eu l'honneur de représenter le Canada à la Coupe du monde de soccer U16 en Écosse en 1989. Et comme vous pouvez le voir, mon intégration dans la société a d'abord commencé sur les terrains de soccer. Donc, je peux vous dire que le sport change des vies et elle a changé ma vie. Et sans le sport, je peux l'admettre, je ne serais peut-être pas avec vous aujourd'hui. Donc, avant de laisser la scène à nos conférenciers, je tiens à partager avec vous la fierté que je ressens pour l'École de santé publique de l'Université de Montréal. En ouvrant ses portes en 2013, l'ESPUM a doté Montréal d'un formidable bassin d'étudiants et d'étudiantes et du plus grand regroupement de chercheurs francophones, chercheurs et chercheuses, francophones en santé publique dans le monde. Ce n'est pas peu dire. Cette force, nous l'avons vue à l'œuvre pendant la pandémie, comme l'expliquait le doyen. Les gens de l'ESPUM sont montés au front et ont parlé d'une voix commune et ont représenté les vulnérables. Ils étaient actifs sur le terrain, dans les centres de décision, dans les médias, mais surtout n'ont pas un instant pensé à eux, mais ont pensé à la société. Donc, les membres de l'ESPUM sont au cœur, sont dans mon cœur, et ce sont des grands acteurs de l'écosystème du Québec et de la santé publique. Nous sommes choyés de vous compter dans cette grande famille de l'Université de Montréal. Donc, je vous souhaite un excellent 10e anniversaire et un autre 10 ans, espérons-le, quand je vais revenir à l'invitation du doyen, et on parlera peut-être d'une autre Coupe du monde qui aura peut-être eu lieu au Québec ou à Montréal. Merci, bonne soirée. Alors, bonsoir à tous. J'espère que mon fils n'était pas allé courir dehors pendant que vous avez parlé, M. Saint-Barthélemy, parce que c'est très inspirant ce que vous avez dit. Puis j'ai mon fils de 11 ans et ses amis qui sont ici en arrière, qui sont des fans finis de soccer. Et donc, merci beaucoup pour votre discours, M. le doyen, M. le chancelier, Mme la directrice de FRQ Santé. Donc, ce soir, on va parler d'activité physique chez les enfants. Et les enfants, c'est 10 % de la population et c'est 100 % de notre avenir. On se doit de leur donner des environnements structurants de très bonne qualité au tout début de la vie et par la suite, puisque c'est déterminant de leur santé mentale, physique et leur développement psychosocial futur. C'est à ça qu'on s'attache ce soir, de faire en sorte qu'on pense à un modèle d'activité physique qui est au cœur du développement des enfants, qui est inclusif, qui favorise le développement global, qui débute tôt et qui réduit l'exclusion par rapport à l'élitisme. C'est le modèle dont on va parler ce soir. L'activité physique, c'est la pierre angulaire de la santé publique depuis très longtemps. Mais même si on sait ça et même si on fait plein d'actions, on a encore des problèmes importants
On a 3 fois plus d'obésité aujourd'hui qu'on en avait avant. On a des problèmes cardiovasculaires, une prévalence importante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour aller plus loin? C'est ce dont on va parler. Alors, la première diapo. J'ai demandé à tous les panélistes, sauf ceux qui ne font pas leur devoir, comme Pierre, d'envoyer une photo de eux quand ils étaient enfants, parce que justement, comme vous l'avez fait, M. Saint-Barthélemy, je voulais que les gens parlent de eux, leur enfance sportive. Alors, mon nom est Sylvana Côté. Je suis professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, chercheur au CHU Sainte-Justine. Je dirige 2 regroupements de chercheurs qui s'attachent à comprendre et à prévenir les problèmes de santé et d'éducation chez les enfants. Et Madame la directrice du FRQ, même si mon maillot de bain est plein de feuilles d'érable, j'aimerais souligner que nous sommes financés par les FRQ et que nous leur sommes infiniment reconnaissants. Ils financent notre infrastructure et ça marche nos affaires. Donc, la natation, c'est mon premier sport. J'ai grandi dans un endroit où il fait froid. Et donc, en étant confortable dans les eaux froides à partir d'assez jeune, ça m'a donné la force, à 44 ans, de faire un premier triathlon parce que j'avais confiance en mes habiletés de natation, ce qui est habituellement ce qui manque aux triathlètes. Sans plus attendre, je vais vous présenter un de nos conférenciers, et je vais le faire avec un « Qui suis-je ». Alors, qui suis-je? Je suis née dans les années 60, mais je n'aurai jamais d'âge parce que mon corps est un bolide que je maintiens en parfait état. Je viens d'une région où la température est aussi froide que la population est chaleureuse. On y trouve le fjord le plus au sud de la planète, ce qui n'empêche pas que ces eaux dépassent rarement 19 degrés. Parfois, avec des amis aussi braves que moi, nous remontons le fjord la nuit jusqu'au village où je suis née. Je suis attachée à ma région alma mater, natale, au point que j'y vis encore. 33 fois, j'ai en une journée nagé 3,8 km, suivi de 160 km de vélo, et terminé par un petit marathon, 42,1 km. Je lance des grands défis à tous ceux que je rencontre et des milliers de personnes s'étonnent de voir qu'ils sont en mesure de les relever. C'est peut-être parce que j'ai, à 2 reprises, vécu l'épreuve la plus douloureuse des épreuves que je me consacre maintenant à assurer la santé de tous les enfants. Mesdames et messieurs, je parlais de Pierre Lavoie. Bonsoir.
Merci, Sylvana. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, on verra ça tantôt. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très, très heureux de participer à ce 10e anniversaire. Pourquoi je n'ai pas apporté de photos? C'est parce que je ne faisais pas de sport quand j'étais jeune. J'ai été élevé dans un milieu défavorisé, donc j'ai été élevé dans un HLM et d'une mère monoparentale avec 4 enfants sur les bras. Donc, on n'avait pas les moyens de jouer au hockey. On n'avait pas les moyens d'acheter l'équipement. Le hockey, c'est un sport d'exclusion parce que ça prend de l'argent pour jouer au hockey, donc je n'ai pas pu le jouer. Même si en 1976, les Canadiens gagnaient des Coupes Stanley, je rêvais de jouer au hockey, mais je n'ai pas pu le faire, malheureusement. J'ai manqué la fenêtre aussi de la natation, dans cette période si importante où on développe cette littératie physique aquatique. Je ne l'ai pas fait non plus. Donc, j'ai commencé à bouger à 21 ans parce que j'ai connu une femme extraordinaire qui est toujours mon épouse et qui était sportive. Et j'ai arrêté de fumer, bien entendu, à ce moment-là. Et j'ai commencé à bouger. Il y avait beaucoup de difficultés. J'ai adopté des sports très faciles que le cerveau connaît naturellement. La course. Je n'avais pas à apprendre à courir, c'est naturel. Le vélo, on tourne les jambes. Mais pour la natation, c'était très, très difficile. Donc, je suis devenu un bon nageur, mais pas un excellent nageur. Et je ne serai jamais un excellent nageur parce que j'ai perdu cette fenêtre qui était si importante où on doit le faire au bon moment. Donc, par la suite, j'aurai une carrière d'athlète. Rapidement, je monterai au sommet de ces 3 sports. Mais à travers ça, on aura nos enfants atteints de l'acidose lactique. Et à l'époque, c'était un peu frustrant parce que l'acidose lactique, c'est un problème d'énergie. Et moi, ça me sortait par les oreilles, l'énergie, et mes enfants étaient atteints de cette maladie qui enlevait 50 d'énergie à nos enfants. Malheureusement, Laurie va décéder à 4 ans. J'étais extrêmement passif devant la situation parce que je n'étais pas médecin, ni généticien, ni un homme d'affaires pour ramasser des fonds. J'étais un opérateur d'usine, mécanicien. Donc, je sentais que je ne pouvais pas l'aider. Mais quand Raphaël est né également avec la maladie, parce qu'il y a eu une erreur médicale, parce que Raphaël devait naître en santé, et durant le diagnostic qui avait révélé qu'il était correct, est arrivé à atteindre la même maladie. Donc, au lieu de poursuivre l'État et tous les gens qui s'étaient trompés, j'ai décidé de construire. C'est là que je suis passé en instinct de survie, parce que je voulais sauver mon fils. Et cette maladie, malheureusement, 90% des enfants mouraient avant l'âge de 2 ans d'une crise acidotique. C'est une crise qui ne se prévient pas et qui ne se maîtrise pas. Et c'est une crise radicale où l'enfant meurt en dedans de 10 minutes. Donc, j'ai voulu sauver mon fils et j'ai regardé qu'est-ce que j'avais comme outil dans mon coffre et j'avais un vélo qui me servait à gagner des médailles puis nourrir mon ego, qui maintenant allait me servir à faire avancer la cause. Donc, c'est là que le défi Pierre Lavoie est né, le 3 septembre 1999 à 15 h l'après-midi. On allait partir au début, pas beaucoup de gens, personne ne connaît la cause. Il fallait d'abord faire connaître la cause dans ma région, sensibiliser les gens. En plus, c'était une maladie qui était exclusive à ma région, mais j'avais un élément très fort avec moi. 1 personne sur 21 était porteuse. Donc, les scientifiques avaient évalué que le taux de porteur était d'1 personne sur 21, et j'allais surtout me servir de cet élément qui allait me permettre de convaincre. Par la suite, bien entendu, on va réussir à faire un coup d'éclat, mais malheureusement, Raphaël décédera à Sainte-Justine au printemps de sa maladie, après 63 jours d'hospitalisation aux soins intensifs. Quand je suis revenu, j'ai voulu abandonner, mais le sport m'avait forgé des valeurs, la persévérance, parce qu'on fait des Ironman, il faut être persévérant, et j'avais ça en moi, ces compétences que j'avais acquises dans ce sport. J'allais les transposer en disant on continue, et on créera 2, 3 autres défis qui financera la recherche à 100 %. Et dès la découverte du gène, en janvier 2003, c'est là que j'ai changé de chapeau. Je me suis dit, OK, maintenant, avec le gène, on peut avoir des enfants maintenant en pleine santé, parce qu'on aura des tests prénataux sûrs à 100 % parce qu'ils sont génétiques, mais le problème, c'est qu'il y avait d'autres maladies. Il n'y avait pas seulement la mienne. Il y avait la tyrosinémie chez nous, il y avait l'attaque Charlevoix-Saguenay, il y avait la polyneuropathie, il y avait la fibrose kystique, où il y avait 1 personne sur 15 porteurs dans notre région. Il y avait la cétinose, la mucolipidose, le rachitisme d'apnéodépendant. Et quand je regardais ces maladies, on avait un problème de santé publique régionale, mais personne n'osait en parler parce que tout le monde disait qu'il ne faut pas donner l'information, ça stigmatise une population. Moi, je n'étais pas d'accord. Donc, j'ai essayé de convaincre l'État d'aller vers le premier programme de dépistage génétique populationnel. Ça, c'est très audacieux. Les éthiciens de ma région me tiraient dessus. Ils disaient que je voulais créer que c'était de l'eugénisme, que je voulais créer des races parfaites. Et il fallait se défendre, bien entendu. N'oubliez pas que j'étais mécanicien opérateur, mais les chercheurs me fournissaient en données probantes. Et ça me donnait des arguments pour convaincre. Et par la suite, j'ai commencé à communiquer à la population les vrais chiffres.
Et quand les gens ont su qu'il y avait des solutions en amont, avant procréation, pour des maladies débilitantes, ils m'ont appuyé. J'ai lancé un petit bracelet bleu, comme celui d'Armstrong que je venais voir aux États-Unis. J'ai acheté là, portez-le. J'ai besoin d'appui pour convaincre l'État d'aller vers le premier programme de dépistage génétique populationnel. J'en ai vendu 85 000 en 3 mois. Et par la suite, quand j'ai rencontré Michel Bureau à Québec, sous-ministre de la Santé, pédiatre de formation, il dit « Pierre, OK, on est d'accord. » On a appelé la santé publique et là, on s'est mis en place, on a commencé à le mettre en place. Aujourd'hui, ce programme, bien entendu, a réglé le problème de nos maladies héréditaires chez nous. On l'a ouvert à la grandeur du Québec. Donc, ici, dans la salle, la question d'entrée est très simple pour recevoir le test. Est-ce qu'un de vos 4 grands-parents est natif de Charlevoix, de la Côte-Nord ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Si vous répondez oui, vous recevrez la trousse à la maison par la poste. Vous ouvrez l'enveloppe, il y a 2 tiges en bois à l'intérieur et 2 watts. Mettez ça dans votre bouche, mettez ça dans la deuxième enveloppe, vous l'envoyez par la poste et 7 jours plus tard, vous recevez vos tests. Vous êtes porteuse d'athyrosénémie, on vérifiera votre conjoint. Et si les 2 sont porteurs, là, vous rentrez dans le système de santé et on vous offrira la conception in vitro, la biopsie chorionique ou l'insémination artificielle. Et vous pourrez avoir des enfants en pleine santé. Combien coûte ce programme à la grandeur du Québec pour éviter 5 maladies graves débilitantes, là, qui, quand un enfant naît avec la neuropathie sensitivo-motrice, avec ou sans du corps calleux, là, coûte une fortune au système de santé, mais c'est incalculable au côté émotionnel parental, 176 000 $. C'est le coût du programme. Présentement, il y a 10 maladies qui attendent d'être incluses sur ce test, et au Québec, il y a 100 maladies débilitantes, confirmées par nos scientifiques, qui méritent d'être dépistées en amont avant procréation, par le même test qui coûte le même montant. Donc, j'avais réalisé à l'époque, au Québec, on ne veut pas prévenir, on veut guérir. Comment intégrer la prévention dans ce système? Bien entendu, on peut le faire par les hôpitaux, mais la meilleure façon, c'est par le citoyen partenaire, par le patient partenaire, qui lui amène sa contribution. L'espérance de vie du Québec, là, on a tellement bien travaillé dans les dernières années dans le curatif qu'on atteint des niveaux records mondiaux. La femme vient d'atteindre en décembre dernier 84,9 et l'homme frôle le 82 ans. Donc, on est à 83 en moyenne en espérance de vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on se traverse de l'autre côté de l'océan, les pays qui nous inspirent, les Scandinaves, eux, ont la même espérance de vie que nous. On les a rejoints en passant, mais eux rentrent 6 à 7 ans plus tard que nous dans leur système de santé. Nous, au Québec, on rentre dans notre système de santé 12 à 15 ans dedans avant de mourir. Donc, notre espérance de vie, qualité de vie est très basse. Donc, le gain qu'on doit faire maintenant, il n'est pas par les molécules, il est par des comportements. Maintenant, les comportements. Comment on change les comportements? Donc, moi, Jean-François, on a voulu s'attaquer à ces systèmes qui fait qu'une personne décide de ne pas faire d'activité physique ou ne pas bouger. Et quand on leur pose la question une fois adulte, « Ah, moi, j'étais pas bon dans les sports à l'école. » Mauvaise réponse. Là, il faut que tu recules. Pourquoi? Il faut revenir dans nos systèmes puis dire comment on fait évoluer nos systèmes. Parce qu'on dit, pourtant, on a beaucoup d'Olympiens puis des gens qui performent. Vous savez, aux États-Unis, c'est le pays qui gagne le plus de médailles au monde. 132 à Rio puis 125 à Tokyo. Mais c'est en même temps la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut remporter le classement des médailles olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion, ils essaient de récupérer les meilleurs ensemble et ils nous popent une médaille. Quand on regarde le cinéma, on trouve ça impressionnant, mais quand on regarde derrière la scène, c'est une catastrophe nationale en santé publique. Il faut aller vers des programmes santé publique, de l'inclusion, changer les environnements. Et moi, j'ai suivi le parcours de ma fille, de mes enfants, et j'ai vu des lacunes. Ça fait longtemps que je les dénonce, mais ça prend un ouvrage. Je peux sortir dans les médias une fois de temps en temps, quelques personnes l'écoutent, mais on s'est dit, on va rentrer avec les scientifiques québécois. On avait enfin des données québécoises. Sylviana nous en a fourni de 0-6 ans. Stéphanie Girard, la motivation intrinsèque, nous en a fourni également. Mario Léoné nous a fourni des études de l'Université de Sherbrooke. Et là, on avait assez de données, on pouvait les comparer au Canada, aux États-Unis, à la Slovénie, au Danemark, à la Suède, à la Finlande, au Japon. Et là, on pouvait voir le Québec était où. Comment on s'assure qu'un jeune, finalement, est actif pour la vie? Ça veut dire que son environnement n'a pas été axé sur la performance, mais était axé sur bouger, c'est important pour maintenir ton corps en santé. Et quand tu as une population entière qui bouge, inévitablement, sortira l'exception et on pourra l'envoyer dans les systèmes. Donc, il y a un bon moment pour rentrer dans le système de performance. Et c'est très bien détaillé dans le livre, puis Jean-François va me suivre, va plutôt vous l'expliquer. Donc, maintenant, on pense qu'on doit créer le modèle québécois et on doit partir très jeune. Moi, je pensais que c'était après le primaire, parce que je trouvais dans les écoles primaires, c'était assez... les réformes ont été faites. L'approche était inclusive, axée sur les compétences, puis le plaisir.
mais plutôt, il y a une fenêtre qui nous manque, le 0-6 ans. Cette période-là où c'est les mouvements de lobo qu'on développe, lancer, botter, frapper, culbuter, grimper, culbuter, grimper. Donc pourquoi à Montréal, on enlève les buts de neige dans les écoles, d'après vous? Parce que les parents font des plaintes parce qu'ils trouvent ça dangereux. Donc on les enlève systématiquement, sur la Rive-Sud également, puis dans les Laurentides. Si vous venez dans ma région, les buts de neige sont obligatoires chez nous. Tu es obligé d'en avoir une. Maintenant, on a des nouveaux concepts. On fait 3 buts de neige pour les 3 cycles. Premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Pourquoi? Parce que dans une butte de neige, on va chercher la moitié des mouvements de lobo de l'enfant. Donc, l'enfant arrivera au primaire pas inhabile. Parce que Mario Lainé a démontré par ses études, on pensait que c'était au 4e à la 5e année que l'enfant se percevait inhabile et prenait une trajectoire contre le sport, mais il a démontré par ses études que c'est dès la première année. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 6 ans? L'enfant est dans la famille et dans les CPE, les services de garde. Donc, il y a un modèle qu'il faut faire évoluer, faire les bonnes pratiques. Par la suite, bien entendu, où le bas blesse, c'est au secondaire. On perd 71 des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Les 30 qui vont se poursuivre au secondaire, 50 abandonneront dès la rentrée au cégep. Il ne restera 15 seulement des jeunes Québécois qui seront actifs pour la vie. Donc, on aura perdu presque tout le monde. Ça veut dire qu'il faut changer peut-être l'approche. Regardez les pays qui ont commencé 25 ans avant nous, qui semblent mieux performer sur la santé publique et, bien entendu, gagnent plus de médailles. Donc, on n'enlève pas la médaille et la performance, mais juste au bon moment. Et les compétences, c'est quoi? Donc, moi, j'ai 4 compétences. Natation, vélo, course et ski. Puis, dans les compétences, c'est assez simple, c'est à 4 chapitres. Les sports terrestres, les sports aériens, les sports nautiques et les sports de glisse. Donc, votre cerveau doit apprendre ces mouvements-là pour vous sentir compétent, pas performant, compétent. Donc, vous savez faire du ski de fond, c'est un sport de transfert de poids, comme le patin et comme le ski alpin. C'est la même chose. Est-ce que vous savez nager? Quand on pose la question aux Québécois, oui, il lève la main, on sait nager. Non, vous savez flotter. 80 des gens qui pensent qu'ils savent nager ne savent pas nager. Ils savent flotter. Puis quand ils sont dans l'eau, puis je brasse un petit peu l'eau avec des verres et du courant, là, ils se noient. Donc, au Québec, il y a 1 demi-million de lacs et un fleuve. Les chances que dans votre vie, vous soyez confronté à l'eau sont presque assurées. Si vous ne savez pas nager, vous allez vous noyer. Donc, ça, c'est une compétence obligatoire. Peu importe la spécialisation que vous voudrez faire, celle-là, parce que vous n'êtes pas en France qu'à 4 lacs, là, il y en a 500 000. Donc, c'est une compétence obligatoire. Avant d'apprendre à patiner aux enfants, pour avoir des joueurs dans la Ligue nationale de hockey, des Québécois, on va d'abord leur apprendre à nager. Et qu'est-ce que vous pourrez faire encore à 95 ans comme activité physique? Marcher et nager. Donc, au lieu de construire une aréna de hockey, c'est 100 fois plus payant que construire une piscine. Donc, maintenant, vous comprenez toutes ces approches qu'on doit réfléchir. La piscine, elle sert à qui? À la maman enceinte, aux enfants pour apprendre à nager, aux secondaires, aux citoyens du quartier, aux personnes âgées, les problèmes musculo-squelettiques et l'aquaforme. Donc, comment revoir nos modèles pour s'assurer que maintenant, on dirige vers un spirit différent? Moi, je considère personnellement qu'il faut diriger vers un modèle québécois. Et il y a 2 éléments. Ça, c'était la foule. Je vais juste changer un peu de diapo. Comment on motive les gens à mettre la switch à on, à s'engager? Ils ont été stigmatisés souvent quand ils étaient jeunes. Ils ont été exclus au volleyball dès le secondaire 1 parce qu'elle manquait le service une fois sur 2. Donc, durant le tournoi, c'est sûr qu'elle ne jouera pas parce qu'elle nuit à la ramener la bannière. C'est bien important. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut retarder un peu, retarder la spécialisation. Puis Jean-François va vous l'expliquer un peu tantôt, pour être capable de s'assurer, comme les Scandinaves font, d'ancrer en eux le goût de bouger pour la vie et d'augmenter le nombre de compétences. Qu'est-ce qui s'est passé dans le COVID quand on a fermé les arénas de hockey? Bien, les joueurs de hockey, là, qui jouent encore au hockey l'été, là, bien, ils étaient mal pris. Les parents sont tous allés manifester à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous. Ouvrez nos arénas, nos enfants ne bougent plus. Mais madame, votre enfant, il pourrait aller nager, la piscine est ouverte. Ah, mon enfant, il ne sait pas nager. Bon. Ah, mais il pourrait aller au centre de ski de fond. Le centre de ski de fond est ouvert. Ah, mon enfant, il ne sait pas faire de ski de fond non plus. Ah, bien, c'est de votre faute. Vous l'avez rendu inhabile à être actif pour la vie. Il manque d'outils. Parce qu'après le cégep, vous allez comprendre, les 2 éléments les plus puissants pour un humain à faire une activité physique au quotidien, c'est le plaisir, d'abord. Puis le deuxième, les amis, plaisir amis. Quand on a ces 2 éléments-là ensemble, vous voulez y retourner tous les jours.
Puis je dis aux gens, si vous n'avez pas d'amis, là, bien, faites comme moi, achetez-vous un berger australien. Kona me regarde un matin, d'ailleurs, je suis parti très tôt du Saguenay, là. Puis là, elle est sortie, elle est assise, elle me regarde avec ses yeux d'adulte. Tu dirais que c'est un humain, là. Puis là, elle fait des oui, je sais qu'on a mes papas, il s'en va à Montréal. Puis ça va là demain, la marche. Ce chien-là veut marcher tous les jours. Je vous montre une petite vidéo. Je pense qu'il me reste, j'ai presque terminé. OK? Regarde, je vous montre une petite vidéo qui parle beaucoup. OK? Et ça, c'est un événement. C'est très simple. Qu'on a organisé à Québec. J'avais 2 choix. C'était un 5 km. OK? J'ai dit, OK, on a le choix. On met un chronomètre ou on ne met pas de chronomètre? J'ai dit, non, on ne mettra pas de chronomètre. Moi, je veux que les jeunes viennent bouger dans le plaisir. J'ai dit, on fait des feux d'artifice. Habillez-vous comme vous voulez. Pressez-vous pas. Il n'y a pas de chronomètre. L'important, c'est de réussir 5 km. OK? Regardez la vidéo. Qu'est-ce qui s'est produit? Si on aurait mis un chronomètre, on aurait probablement eu 500 participants. Mais en avant le chronomètre, on en a eu 15 000. Avant de laisser la place à Jean-François, j'étais rendu là dans ma vie. Il fallait maintenant qu'on écrive quelque chose de scientifique. Il y a tout près de 400 références qui nous ont permis d'écrire le livre. C'est un livre coup de poing, bien entendu. Ça shake un peu certaines organisations, on en convient. Mais surtout, c'est inspiré de données probantes qui nous permettent de croire qu'on peut maintenant créer un modèle au Québec. Parce qu'on est une entité en Amérique qui, premièrement, on est les premiers en Amérique. Au niveau des saines habitudes de vie, le Québec maintenant est premier. Avant, c'était le BC. Mais avec le taux de fumeur qui est passé de 24 % en 2009, présentement, on est chuté à 14 %. On était déjà la province qui mangeait le plus de fruits et de légumes. On était premier, mais maintenant, avec l'activité physique, on est premier. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand on regarde l'espérance de vie du Québec, c'est intéressant. Dans le COVID, on a perdu 6 mois en espérance de vie. En 2020, au Québec, au Canada aussi d'ailleurs. Ils ont juste été un peu plus tard que nous. Par la suite, en 2021, on a retrouvé notre espérance de vie de 2019. Ça, c'était vraiment intéressant. Et les Américains, eux, par contre, on savait qu'ils ne pouvaient pas atteindre l'espérance de vie des Québécois parce qu'il y a une épidémie d'obésité et de diabète de type 2. L'espérance de vie moyenne aux États-Unis avait atteint 81, avait commencé à chuter à 80, 79 et 78 avant le COVID. Et dans le COVID, eux n'ont pas porté de masque, ils ne se lavaient pas les mains. Ont perdu 1 année et demie en espérance de vie, donc ils ont chuté à 76,5. Et on pensait qu'elle allait remonter comme nous en 2021, mais ils ont continué de chuter à 76,1. Ça, c'est les données de décembre 2022. Et le Québec, en 2022, qu'est-ce qui s'est produit? Toutes les provinces canadiennes ont fait comme les Américains, ont chuté en espérance de vie. Et nous, le Québec, on est les seuls qui continuent de monter. Oui, il y a les opioïdes
qu'il y a eu beaucoup de décès au Canada. Le BC touché en premier, l'Ontario et l'Alberta. Le Québec, c'est la 4e province la plus touchée avec 545 décès en 2022. Mais malgré qu'on est 4e, on continue à augmenter notre espérance de vie au Québec pendant que toute l'Amérique est en train de chuter radicalement. Bien entendu, on atteindra un plateau, mais ça veut dire que tout ce qu'on travaille sur le terrain, sur les saines habitudes de vie, c'est en train de porter fruit. Si on continue à travailler en santé publique, on pourra vivre très vieux, très longtemps, et être autonome le plus longtemps possible. Ça, c'est le but de la santé publique, c'est de nous amener, en amenant notre contribution personnelle, bien finalement, si on est actif toute notre vie, inévitablement, bien ça donne des résultats intéressants. Donc pour moi, quand je regarde nos données, on a vu d'ailleurs la semaine passée, quand vous êtes un homme canadien, tu vis 2 ans de moins qu'un homme québécois présentement. Et quand tu es une femme canadienne, tu vis 1 année de moins qu'une femme québécoise. Donc, félicitations au Québec, qui a augmenté son espérance de vie. Mais maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, il faut augmenter notre espérance de vie, qualité de vie. Et ça va passer par des problèmes de santé publique, des approches différentes, et faire bouger notre société entière sur un autre spirit. Et comme les Scandinaves nous le démontrent, comme la Slovénie nous le démontre, quand toute une population bouge, inévitablement sort de l'exception. Et quand ils gagnent des médailles, puis on les met au prorata de la population américaine, les Américains finissent 19e au classement des médailles olympiques. Vous voyez, donc on n'enlève pas les médailles, puis ça inspire les jeunes, ça crée des rêves, mais nous, on dit, si on veut les médailler, continuons à travailler, à bien préparer la base, augmenter la littératie physique globale des jeunes, et travaillons au moins dans 2 ou 3 ou 4 sphères, et puis on aura des sphères de compétences terrestres, aériens, nautiques et de glisse. Quand votre enfant va se spécialiser, ce sera une exception. Donc, on le connaît, le modèle, il est dans le livre. Maintenant, il restera à l'appliquer. Et on va faire comme dans le dépistage des maladies hérissitaires de ma région. On va communiquer à la population l'information scientifique. Par la suite, on fera des documentaires. Et quand la population sera prête, on sera en mesure de le faire avec les gens, mais pas à l'imposer. On ne peut pas imposer un changement. On le fait avec les gens, mais il faut d'abord les instruire et les éduquer. C'est pour ça que ça prend de la recherche. C'est pour ça que ça nous prend les données probantes. On a voulu remplir le livre de données probantes. Lisez-le. Il est digeste. Mon ami Jean-François va me suivre, vous allez voir. On a fait un gros travail. On espère que ce sera un livre maintenant référence qui va influencer le terrain à aller dans la bonne direction. Merci beaucoup. Jean-François. Si on peut juste avoir la photo de Jean-François. Alors, Jean-François, oui, merci. Jean-François Harvey, il est kinésiologue, ostéopathe, enseignant, conférencier. Il a l'habitude d'écrire des livres et ça paraît. Le livre, il faut que ça bouge. C'est une œuvre d'art. C'est tellement bien écrit. Il y a une sensibilité dans le livre et à la fois, c'est percutant. Je vous invite vraiment très, très chaleureusement à lire ce livre. Ça se lit très, très bien. Puis il y a des bandes dessinées aussi qui sont vraiment chouettes. Jean-François, il y a des gens qui sont dans la salle aujourd'hui juste parce qu'ils espèrent avoir un rendez-vous avec toi. Donc, je sais que tu as une longue liste d'attente. Donc, voilà, merci d'être là. Et puis, tu vas nous dire un mot sur tes talents de coureur, je présume. C'est à toi. Bon, merci beaucoup, Sylvana. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Pierre, c'était super bon. Tu m'as bien préparé le terrain en plus, là. Oui, je devrais parler un peu de cette photo-là. J'ai 11 ans. J'avais des beaux cheveux bouclés, blond platine. Et c'est au cross-country scolaire et régional. Moi, je viens aussi du Saguenay. D'ailleurs, 3 personnes sur 4 de l'entourage de Pierre viennent du Saguenay, hein, surprenez-vous pas. Et donc, comme vous le voyez avec le bandeau, donc j'avais gagné la course. Donc, moi, je suis un exemple où là, moi, ça m'a servi la compétition. Après ça, pour moi, j'étais le champion régional. Donc, l'année suivante, encore champion. Après ça, de l'athlétisme, plein de sports. Donc, ça m'a beaucoup servi. En même temps, j'ai fait beaucoup de sports différents, d'activités différentes. Je remercie mes parents. J'ai fait plein de choses. Donc là, je suis outillé pour faire, je peux aussi bien jouer au tennis, à la pétanque, n'importe quoi, sauf nager, ça, je ne suis pas très bon. Ouais. Donc, voilà pour la présentation. Maintenant, le livre, ça fait depuis 2014 qu'on a ce projet-là, Pierre et moi, et je vous dirais que ça a quand même évolué depuis le temps. Il y avait déjà des concepts dont on parlait à l'époque qui n'ont pas trop changé,
Mais disons que quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'évolution de la santé des jeunes de 0 à 18 ans, bien, ça a continué à décliner. Donc, malheureusement, l'état de la situation, puis on présente ça dans le livre. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui disent que ça les jette à terre. C'était quand même peut-être pas ça l'objectif de jeter à terre. Là, on n'est pas violent, là, on est pour la communication douce et nuancée, mais il reste que ça ne va pas très bien. Donc, santé physique, santé mentale, conditions physiques, qui sont quand même différents aussi, là, quand on regarde les différents déterminants avec la capacité cardiovasculaire, par exemple, la capacité fonctionnelle. Depuis 40 ans, quand on regarde ça, ça a vraiment, vraiment diminué beaucoup. Et donc, c'est désolant, c'est préoccupant. Et quand on ajoute en plus de ça toutes sortes de choses comme une diminution de l'attention, de la concentration, une augmentation des problèmes de détresse psychologique et compagnie, puis une augmentation fulgurante de l'obésité, disons qu'on se rend compte que là, on ne peut pas continuer. Donc, Monsieur le doyen, vous parliez au début du statu quo. Tout ça. On ne peut pas faire un statu quo, il faut changer d'approche. Il faut trouver les causes aussi. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce déclin-là? C'est multifactoriel comme tout, mais une des choses qui ressort, c'est qu'on a, dans le fond, quand on regarde à la base, le mot « sapiens », là, on se ramène à notre genre, notre espèce, on a besoin de bouger. On n'a pas besoin de faire du sport organisé nécessairement, on n'a pas besoin de performer nécessairement, mais on a tous besoin de bouger, même si on se considère intello, musicien, artiste, tout ça, tout le monde a besoin de bouger un minimum de temps. Si on veut quantifier, un jeune a besoin de bouger 1 heure par jour. 1 heure par jour. Selon certains, c'est beaucoup, c'est inatteignable. 1 heure par jour, activité physique modérée à intense, pas pour performer, pour être en santé. Et les plus jeunes, les tout petits, là, on est à peu près à du 3 heures par jour. En fait, un jeune tout petit devrait toujours à peu près bouger pour se développer. Hein? Et malheureusement, bien, il y a 4 jeunes sur 5 qui n'arrivent pas à combler ces besoins de mouvement-là. Et quand on arrive à la fin du secondaire, là, c'est rendu à peu près à 9 sur 10 qui ne bougent pas assez, et en particulier les filles. Donc, clairement, notre approche est à changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là? Si on regarde d'un point de vue de santé publique, oui, il faut changer, mais même si on regarde d'un point de vue médaille et amener des joueurs québécois dans la Ligue nationale, même ça, notre modèle, on voit qu'il ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a d'autres pays qui arrivent à avoir des résultats, point de vue performance, beaucoup supérieurs aux nôtres, avec une approche très différente. Alors, quelle approche au juste et par où on commence? Là, il faut regarder déjà les freins, il faut identifier les freins. Qu'est-ce qui fait que les jeunes décrochent? Qu'est-ce qui les freine à bouger? Il y a un terme qui revient beaucoup, il explique beaucoup de choses, c'est notre obsession de la performance à tout prix, et qui, soit dit en passant, n'est pas juste dans le sport et l'activité physique, dans la société en général, c'est dans nos valeurs, et là, on veut performer. Mais cette obsession-là de la performance nous amène à certaines dérives, et je ne dis pas que la performance ne peut pas être atteinte d'une bonne façon. Et donc, un des problèmes dans la performance, c'est que, par définition, ce n'est pas inclusif. Parce qu'on cherche à avoir des élites, on cherche à performer, et il y a une grosse partie de la performance qui est dictée par la génétique. Et donc là, on ne peut pas aller chercher tout le monde en santé publique si on vise à développer des champions. Ensuite, un autre frein, c'est l'aspect accessibilité. Alors, on sait que le sport, c'est cher. Pour vous donner un exemple, les programmes de sport-études au secondaire, ça se chiffre en termes d'inscription à, en moyenne, 5 000 $ par année et plus, sans compter les frais pour les compétitions, les équipements, tout ça. Ça peut coûter facilement 15 000 à 20 000 $ par année. Alors, un problème d'accessibilité. Dans l'aspect exclusion aussi, bien, on se rend compte qu'on met tellement de ressources dans les sports organisés et sports de performance que tout ce qui est enfants avec des besoins particuliers, LGBTQ2IS, les communautés autochtones, les nouveaux immigrants, je veux dire, là, on a des gros problèmes de programme. Il y a une offre qui est vraiment très, très, très problématique.
Un autre problème avec la performance, c'est qu'on pense, on croit, c'est vraiment une croyance, que si on spécialise le jeune très, très vite dans un sport, on va arriver à créer un champion. C'est un peu une idée un peu romantique, là, les sœurs Williams, là, que leur père avait décidé avant même leur naissance que ça serait des championnes. C'est devenu des championnes, ça fait un beau film, c'est beau, là, c'est Hollywood. Mais en réalité, les études montrent que si on spécialise trop vite des jeunes, premièrement, il y a plus de blessures. Deuxièmement, il y a une lassitude qui s'installe plus facilement, il y a un décrochage, il y a un énorme taux de décrochage comparé aux gens qui font du multisport. Et en plus, on n'a pas plus de résultats en bout de ligne. Et ça fait en sorte en plus qu'on canalise tellement les ressources dans une activité qu'on nuit d'une certaine façon au développement global d'un jeune qui ne va pas pouvoir développer plein d'autres habiletés, compétences. Alors là, il faut vraiment changer le modèle, il faut varier les activités, il faut varier tout ça, il faut que les jeunes fassent plein de choses. Alors nous, ce qu'on amène, selon les différentes études, on arrive à un âge d'à peu près 14 ans pour les jeunes filles, 15 ans pour les gars, avant de commencer à spécialiser et, si possible, même attendre plus tard. Oui, bien sûr, il y a des jeunes qui sont passionnés par un sport, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça jusqu'à la fin de ses jours. Ils peuvent être passionnés pendant quelques années, toucher à d'autres choses, essayer plein de choses. Alors, vous voyez, ça, c'est un côté. Un autre frein associé à la performance, c'est, vous avez entendu parler depuis quelques années, les nombreux scandales, le côté malsain et toxique du sport. Malheureusement, c'est trop présent. C'est présent de multiples niveaux. Prenons par exemple le parent de joueurs de hockey, de jeunes joueurs de 11 ans, qui chronomètre le temps de jeu de son jeune. Puis, si ça ne lui convient pas, il s'en va engueuler le coach à la fin de la partie. Hein? Donc, vous voyez qu'on a un problème là. Donc là, on a tous ces problèmes-là avec la culture du sport organisé, performance, élite. Tout ça pour pas plus de médailles nécessairement. Et à ça, il faut ajouter un frein maintenant. En 2014, on ne pensait pas à ça, qui est les écrans et la sédentarité. Alors là, d'un côté, les jeunes qui veulent faire du sport arrivent dans un système qui n'est pas nécessairement inclusif, accessible et compagnie. D'un autre côté, on a un paquet de jeunes qui sont trop sédentaires. Alors là, bien, ça nuit à leur qualité de sommeil, leur quantité de sommeil, ça nuit à leurs interrelations personnelles. Ils vont passer moins de temps dehors, ils vont vraiment moins bouger. Alors là, vous voyez, on a un paquet de freins. Alors le modèle, dans le fond, qu'il faut amener, c'est de varier les activités, c'est de rendre le sport plus inclusif, plus accessible, c'est de se déconnecter, si possible, aux écrans, en quelque sorte faire écran aux écrans, en sachant bien que ça fait partie de nos vies, c'est se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter aux humains. On veut aller vers ça. Pierre a amené ça, on veut avoir du plaisir, on veut faire des choses avec les amis, on veut jouer dehors, c'est ça qu'on veut. Et ensuite, bien, l'éducation physique à l'école et compagnie, toute l'approche à l'école, il faut la modifier aussi. L'éducation physique a tellement un rôle négligé, mais tellement, c'est vu comme une matière de peu d'importance, et pourtant c'est tellement important. Il y a plein d'écoles qui, sous prétexte que les résultats académiques ne sont pas assez forts, qui veulent juste augmenter les mathématiques, le français, au lieu de se dire, bien, pourquoi les résultats sont comme ça? Peut-être qu'on pourrait les faire bouger un peu plus. Donc, vous voyez, le rôle de l'éducateur physique est super important. Faire des pauses actives à l'école, amener du transport actif, travailler la littératie. Et donc, la littératie, Pierre en a parlé, ça, il faut que ça commence très jeune et ça prend de l'éducation. Et ça commence par la cellule familiale, ça commence très, très jeune. Et on voit les enfants sont déjà hypothéqués, rendus au primaire. Alors, vous voyez, on a un modèle qui est différent et qu'il faut changer à tous les niveaux. Donc, il faut que les parents participent, il faut que les différents acteurs, les entraîneurs, les éducateurs, même le gouvernement, il faut aller vers la prévention et bouger et revenir à notre besoin vital de bouger. Voilà. C'est tout le temps que j'avais. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir nos panélistes. La première, Dr. Mélanie Anderson, qui est pédiatre endocrinologue. Ah! Non, c'est supposé être toi. Oui, voilà. Alors, pédiatre endocrinologue, bienvenue. Bienvenue, Mélanie. Et donc, alors, on a un panel qui, vraiment avec toutes sortes d'expertises, et puis
Donc, Mélanie, tu travailles avec des enfants qui ont des problèmes d'obésité, des problèmes hormonaux importants. Certains sont très malades. Donc là, on vient de parler d'un modèle qui est populationnel, qui est en prévention, qui vise l'inclusion de tous, qui vise à retarder des spécialisations. Donc ça, comment tu vois la place d'une approche comme ça, toi, médecin? Est-ce que tu penses que dans ce que Pierre et Jean-François proposent, il y a des choses qui sont pertinentes pour la population clinique que tu desserres? Tout à fait. Je vais quand même prendre une minute pour commenter Excuse-moi, ma oui, photo. vas-y. Parce que ça vaut la peine. Parce que contrairement à presque tous les panélistes avec moi ce soir, je ne suis pas bonne au sport. Je n'ai jamais été bonne à aucun sport. J'ai essayé plein de sports, même que j'ai fait un cours de squash à l'université avec ma sœur. Et le professeur a dit à ma sœur, si tu veux évoluer dans ton squash, tu dois te débarrasser de ta sœur comme partenaire. C'est une vraie histoire. Mais je ne me suis pas laissée décourager par ce fait, qui est un fait. Je ne suis pas bonne, mais j'aime le sport. Et j'ai choisi cette photo parce que regardez le bonheur sur ce petit visage. J'aime vraiment le sport, même ceux dans lesquels je suis tellement nulle, qui sont presque tous les sports. Mais je suis très capable de nager. Je suis une excellente nageuse, mais pas en vitesse, très lente, mais dans le bonheur. Et je fais du ski de fond aussi. Donc, ce que tu as dit, Pierre, me rejoint beaucoup. Et je suis capable de courir, mais pas vite. Donc, voilà. Je voulais juste commenter. Donc, tout à fait. Je pense que il faut comprendre que les enfants d'aujourd'hui, on a quand même près du quart des enfants qui vivent avec un surpoids ou une obésité, et que ceci apporte énormément de complications, pas juste à l'âge adulte, mais à l'enfance. Et certaines de ces complications-là sont très néfastes et plus agressives chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, par exemple, le diabète de type 2 est une complication bien établie de l'obésité et c'est une maladie qui est beaucoup plus agressive quand elle s'installe à l'enfance qu'à l'âge adulte. Donc, je pense qu'il y a vraiment place à réfléchir aux propos de Pierre et de François pour créer un nouveau modèle, Jean-François, pour créer un nouveau modèle de sport parce que, effectivement, les enfants qui sont le plus vulnérables aux maladies cardiométaboliques et qui donc pourraient bénéficier le plus de l'activité physique sont souvent ceux qui sont exclus et qui ont peut-être moins tendance à se lancer dans le sport. Puis, je pense qu'il faut comprendre que ce n'est pas juste les enfants avec obésité qui sont plus à risque de maladies cardiométaboliques et qui peuvent bénéficier de l'activité physique. On a les jeunes qui ont le diabète, on a les jeunes qui sont nés prématurément, c'est quand même 8 % de la population. Donc, il y a plusieurs populations de jeunes qui sont à risque de maladies cardiométaboliques et qui bénéficieraient d'un programme, d'une philosophie culture, une philosophie sociétale où on encourage l'activité physique dès un jeune âge, peu importe notre talent. Puis, Mélanie, comment on peut engager les cliniciens, les pédiatres notamment, dans un modèle comme ça? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Bien, je pense qu'un des défis pour le clinicien, c'est que, je vous donne un exemple. Moi, je vois mon patient qui a 10 ans, qui a une obésité, un problème de cholestérol, un problème de tension artérielle, un prédiabète. Je dois gérer toutes ces complications-là. Je dois dépister les autres complications et je dois également faire un counseling sur l'alimentation, le temps d'écran, qui est très problématique chez nos jeunes, l'activité physique. Donc, ça devient très difficile d'intégrer tout ça de façon efficace. Et M. le doyen l'a bien dit, je pense que la problématique des maladies chroniques, c'est une problématique, une menace qui est vraiment silencieuse, que les gens ne se rendent pas compte, mais qui est vraiment présente. Et je pense que ça va devoir se faire à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, moi, je suis spécialiste et on a des programmes, comme à Sainte-Justine, on a le programme Circuit, qui profite et se permet de bénéficier de l'expertise
de personnes comme les kinésiologues, les nutritionnistes, les psychoéducateurs pour aider les jeunes dans l'adoption de saines habitudes de vie. Et ça, c'est un programme que nous menons à Sainte-Justine par la philanthropie depuis 10 ans et qu'on a tout récemment réussi à avoir du soutien du ministère. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir plus de programmes pour les jeunes qui ont déjà des complications, des programmes qui vont encourager les jeunes à être actifs. Mais je pense qu'il y a aussi, pour la première ligne, de faire connaître et de développer des ressources qui peuvent être utilisées par la première ligne en amont de ça. Parce que dans le fond, c'est tard, là. Moi, mes patients qui viennent me voir, ils ont déjà multiples complications associées à leur obésité. Donc, on est trop tard. On attend de les voir quand ils ont des complications. Donc, il faut que ça se fasse en amont. Puis, je pense qu'il faut que ça se fasse sur plusieurs niveaux de la société, l'école, les garderies, etc. Mais pour ce qui est de la pratique médicale, je pense qu'on a besoin d'avoir des ressources qui vont venir aider les cliniciens à faire ce counseling-là. Super. Merci, Dr. Anderson. Merci, David. Merci. Dr. Mylène Drouin, directrice de la santé publique de Montréal. Bonjour. Donc, alors... Je peux expliquer ma photo, moi aussi? Oui, oui, tout à fait. Vas-y avec ta photo. Alors, moi, j'ai choisi une photo, puis je ne suis pas du tout j'ai jamais été dans des sports organisés et très élitistes. Donc, moi, je suis vraiment dans le jeu libre, avec plaisir et amis depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai choisi ça, puis je l'ai choisi parce que j'étais avec ma sœur. Et pour moi, le rôle modèle que peuvent avoir les gens qui nous entourent, donc moi, c'est mes sœurs, mes grandes sœurs qui m'ont appris à nager, qui m'ont appris à faire du vélo. Et donc, pour moi, c'est un élément très central. Donc, j'ai plus été quelqu'un là, de plein air et non de sport organisé. Donc, kick la kikane, j'étais très bonne, mais je n'étais pas choisie pour les sports d'équipe. Et c'est plus tard, plus dans la quarantaine, où que j'ai décidé de réapprendre à nager, de réapprendre à courir et à... Bien, je savais courir, mais à faire des distances. Donc voilà. En tout cas, on voit déjà que c'est toi qui conduis, comme tu conduis la santé publique aujourd'hui. Ouais, la leader, même si tu es la plus petite. Oui. Et alors, la question, Mylène, donc, toi, tu es directrice de la santé publique. La santé publique, ça a pour fonction de surveiller la santé des populations puis d'intervenir quand ça ne va pas à une échelle populationnelle. Donc, c'est un gros contrat. Puis, tu as des dossiers d'itinérance, les problèmes de logement, la toxicomanie, la violence, les problèmes de santé mentale. Donc, quand on arrive avec des propositions sur l'activité physique chez les enfants, quelle place ça a dans tes urgences, dans tes priorités? C'est une très bonne question parce que effectivement, tout le monde vient dans mon équipe et tout le monde veut que son dossier soit l'urgence. Moi, les saines habitudes de vie, c'est le début de ma carrière. Quand je suis rentrée comme médecin spécialiste en santé publique, j'étais dans les Laurentides. Ça a été mon dossier. C'était le début des plans d'action gouvernementaux de l'État à l'obésité. Donc, ça a toujours eu une place d'importance. Et c'est sûr que là, maintenant, comme directrice, il y a des compétitions entre les priorités. On le voit, il y a plusieurs crises actuellement qu'on vit, que celle du logement, des opioïdes, évidemment la crise des changements climatiques, mais n'en demeure pas moins, et avec la pandémie, on le voit, puis je ne retournerai pas dans les chiffres parce qu'on a des chiffres quasiment plus dévastateurs post-pandémie suite à des enquêtes qu'on a fait. On le voit chez nos jeunes, principalement ados, que ce soit en l'activité physique, le sommeil et les habitudes numériques, donc l'utilisation. On est passé à 15 % de la population qui respectait les 3 recommandations à 1 % après la pandémie. Donc, c'est de dire que soit nos recommandations sont pas bonnes. Donc, pour moi, actuellement, le défi que je vois, parce que oui, c'est un enjeu de santé publique central, puis ça se travaille dès le jeune âge. Puis tout à l'heure, je vais parler des inégalités et de l'inclusion face à cette problématique-là, mais de plus en plus face à la complexité des problématiques qui s'entrecroisent et les ressources restreintes qu'on a tous. J'essaie de voir comment on peut analyser ces problématiques-là pour voir
quelles sont les interventions qui vont avoir des coûts-bénéfices. Quand je travaille sur la lutte au changement climatique, puis je transforme mes environnements, en même temps, comment je peux regarder l'angle des inégalités, l'angle des habitudes de vie. La même chose si je travaille des enjeux de développement de l'enfant, des services de garde, par exemple. Bien, si je donne accès à un service de garde aux plus vulnérables, je le sais qu'en même temps, je travaille. Donc, comment on arrive à regarder les politiques qu'on doit mettre en place, les interventions et les transformations dans nos sociétés et des interventions, les interventions qui vont être le plus coût-bénéfice pour répondre à plusieurs enjeux en même temps. Parce qu'ils sont en compétition, on n'a pas assez de ressources pour faire tout ce qu'on... je ne parlerai pas de ressources parce qu'il y en a des ressources pour faire des choses, mais je pense que c'est des choix politiques aussi, là, de voir où on investit. En quoi tu penses que des investissements du genre environnement favorable à l'activité physique à la petite enfance pourraient permettre de prévenir les crises que tu gères aujourd'hui? Bien, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas, c'est pas unidirectionnel là, pour moi. Si on travaille sur les saines habitudes de vie, puis si on travaille, tu l'as dit tout à l'heure, Sylviana, là, c'est le futur, nos jeunes. Donc, c'est sûr que des jeunes en santé, des jeunes qui ont intégré des habitudes bénéfiques pour eux, mais aussi bénéfiques pour l'environnement, vont et qui participent, parce que, tu sais, moi, je suis très impressionnée par le mouvement, parce que ce mouvement-là, c'est aussi les gens, quand les gens participent à ça, ils développent aussi une citoyenneté. Ils prennent conscience qu'on peut avoir un pouvoir, un mouvement. N'importe qui a fait des manifestations le sent quand tu fais une manifestation. On dirait que tu as l'impression d'un sentiment d'empowerment. Fait que pour moi, ces mouvements-là, c'est de créer nos adultes de demain. Et nos adultes de demain, bien, c'est aussi ceux qui vont voter, c'est ceux qui vont choisir des politiques et c'est ceux qui vont demander qu'on transforme ces politiques-là pour répondre à la fois à la crise climatique, à la crise des inégalités et aussi à la crise des maladies chroniques. Fait que moi, je le vois un petit peu comme ça. Puis, tu sais, je parlais des services de garde, mais c'est un exemple. Les jeunes aussi, tu sais, les jeunes, c'est très hétérogène. Les besoins, vous l'avez dit, c'est du plaisir qu'ils veulent. Ils veulent être entre amis. Il faut offrir quelque chose de diversifié, mais on a un combat, puis quelque chose qui s'ajoute, c'est le numérique, c'est les habitudes numériques. Il faut trouver des alternatives pour enlever cet automatisme-là de quand j'ai rien à faire, je m'en vais sur mon téléphone. Et ces opportunités-là, les alternatives qu'on doit développer, il faut qu'ils soient le fun, aussi le fun que ça. Oui. Je regarde un petit peu, il y a des écoles secondaires qui ont commencé à mettre le début de l'école à 9h30 le matin au lieu de 8h ou 7h30, 8h. Bien, clairement, c'est prouvé que c'est meilleur. Les jeunes vont dormir plus, c'est mieux pour leur apprentissage. Et ça fait en sorte que le jeune va rester à l'école jusqu'à 5 heures le soir, mais il ne sera pas à 3 heures à la maison sur son téléphone. Alors, c'est toutes ces réflexions-là où quand on dit, tiens, on a 3 composantes qu'on travaille ensemble, puis cette mesure-là arrive à régler plusieurs problèmes à la fois. Puis finalement, je voudrais juste apporter l'angle des inégalités. Et de la diversité, parce que Montréal, c'est plein de diversité, c'est la beauté de notre ville. Et on se doit de réfléchir aussi, puis je vais donner un exemple de ce qu'on a à Montréal, la chance d'avoir un développement exponentiel des pistes cyclables. Là. Moi, je passe devant l'école, la petite école à côté de chez nous tous les matins, puis j'ai quasiment les larmes aux yeux. Je me dis, c'est tout un changement par rapport à il y a même 5 ans avant la pandémie, de voir les parents. Mais en même temps, quand on a évalué le réseau Express Vélo puis le réseau comme santé publique de la ville, ils nous ont demandé de l'évaluer. Rapidement, nos recommandations, ça a été, OK, on est dans les quartiers centraux, des quartiers favorisés. Comment on étend le réseau, mais aussi qu'on retravaille le narratif de l'utilisation du vélo qui n'est pas intégré dans toutes les cultures. Comment on apprend à ces gens-là, comment on leur donne accès. Et dans certaines cultures, bien, on immigre au Canada, puis l'objectif, c'est d'avoir une voiture, c'est ça, le narratif. Le narratif du succès, c'est une voiture. Donc, comment on travaille tout ça? Donc, c'est ces angles-là aussi qu'il faut amener et ajouter à votre superbe modèle. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Drouet. On accueille Laurent Duvernay-Tardif. Bonsoir. Alors...
ex-footballeur, retraité, médecin, fondateur de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Et la commande que j'ai demandée aux panélistes, c'est de donner une photo d'eux-mêmes quand ils étaient petits. Alors, on voit que Laurent Duvernay-Tardif n'a jamais été petit. C'est vrai. C'est quoi la définition d'être petit? J'ai encore un cœur d'enfant, moi. Non? Plus petit. Mais ça, c'est en fait, c'est notre voyage en voilier. En fait, deux voyages qu'on a fait en voilier, ma famille et moi, pendant 2 années complètes. Ça a été l'école à la maison, sur le bateau, en fait, ouais, pas à la maison. Puis ça a été très formateur comme moment. D'un point de vue d'ouverture, de curiosité, mes parents, je me rappelle, nous faisaient l'école à la maison, mais nous laissaient sur des îles où est-ce qu'on parlait pas créole, puis c'était voici l'école aujourd'hui. Mais tu apprends tellement dans ces moments-là, puis pour moi, il n'y a pas de doute que quand tu arrives dans la NFL puis que tu dois t'intégrer dans un environnement complètement différent, avec des joueurs qui viennent de partout aux États-Unis, avec des différents backgrounds, différentes religions, bien, d'avoir cette curiosité-là, cette ouverture-là, ça m'a beaucoup aidé. On n'est pas là pour parler de mon ton. Ça, c'est un ton jaune, je suis très fier. Wow! Ouais. Mais bravo. Alors, donc, le modèle qui est proposé, c'est l'activité physique pour tous, puis toi, tu as un cheminement de sportif professionnel. Penses-tu que c'est réaliste de penser que, étant donné tes expériences dans le milieu du sport professionnel, penses-tu que c'est réaliste de penser qu'on peut démocratiser ou inclure, rendre le sport, l'activité physique aussi inclusif que ça, aussi universel? Est-ce qu'il n'y a pas des oppositions qui va avoir dans le milieu des C'est sûr que j'ai un rôle un petit peu... je représente un peu le méchant, j'imagine, ce soir, quand on parle de Mais ta fondation la surspécialisation du sport, quand on parle de... Oui, j'ai été un athlète professionnel, mais je pense que j'ai été d'abord et avant tout un amoureux de l'activité physique. Pour moi, canaliser mon trop-plein d'énergie à travers une multitude de sports quand j'étais jeune, c'est ce qui a fait que j'ai été un meilleur étudiant à l'école. Puis pour moi, la transition primaire-secondaire, c'est pas fait facilement. Sans le sport, j'aurais pas été capable de me raccrocher à l'école. Fait que je pense que on a ce besoin-là. On n'arrête pas de parler des raisons au niveau de cardiovasculaire, diabète de type 2, crise de sédentarité, mais juste aussi pour la confiance en soi d'un jeune, l'estime de soi d'un jeune, la santé mentale. L'activité physique, c'est crucial. Puis je pense que c'est important de discerner sport d'activité physique. Puis moi, j'ai commencé à jouer au football, j'avais 15 ans. Avant ça, j'ai fait tout en passant du ski de fond jusqu'au badminton, la course à pied, mais j'étais beaucoup trop lourd. Puis quand je suis arrivé sur le football, j'ai su pourquoi j'aimais le football. Parce que j'avais fait d'autres sports, des sports d'équipe, des sports individuels. Puis quand tu sais pourquoi tu aimes un sport, après ça, tu peux faire face à de l'adversité dans ton sport, tu peux apprendre à perdre dans ton sport, puis tu as des motivations. La passion pour l'activité physique, la passion pour le sport, c'est le plus gros facteur de motivation intrinsèque, je pense. Puis pour moi, cette possibilité-là que j'ai eue de pratiquer plusieurs sports puis de me spécialiser dans le football à partir de 15 ans, on dirait que ça a confirmé beaucoup de choses sur pourquoi je faisais ce sport-là. Puis je me rappellerai toujours mes parents. J'avais des parents très avant-gardistes, plus j'y pense, mais ils m'ont jamais parlé de médailles, ils m'ont jamais parlé de performance. Ils m'ont toujours demandé « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris en faisant ton sport? Qu'est-ce que tu as aimé de ton sport? » Puis je pense qu'il faut changer le narratif autour du sport. On parlait de ne pas parler tout le temps de performance. Bouger pour bouger. Bouger pour l'estime de soi, bouger pour les endorphines. Pourquoi je fais encore du vélo? Avant de venir ici ce soir, c'est pour être capable d'avoir ce petit 5 minutes de power nap-là où est-ce que tu te sens bien. Bouger pour le bien-être, pas pour la compétition. Puis je sais que je suis mal placé des fois pour défendre ce narratif-là, mais j'y crois. J'y crois vraiment profondément. Puis, ça serait super chouette que tu te spécialises en santé publique, juste en passant. Je sais que tu es en train de penser à ton internat. Tu as une fondation qui vise à favoriser la réussite scolaire en outre. Éducative, oui. Éducative, oui, OK, éducative, c'est bien. Et puis, est-ce que tu penses qu'un modèle comme celui que Pierre et Jean-François proposent va influencer le travail de ta fondation? Oui.
Oui, oui. Ah. En fait, oui, je pense que je veux dire, sans rentrer trop les détails de ce qu'on fait à la Fondation, Ouais. notre projet phare, c'est la 6e période. C'est un programme en parascolaire qui fait la promotion d'activités sportives et créatives, parce que pour nous, l'art et le sport sont 2 piliers hyper importants pour garder nos jeunes à l'école, puis s'assurer qu'ils s'épanouissent à l'école aussi. Puis l'ensemble des sports qu'on met de l'avant, c'est pas du soccer, du football, du hockey, c'est justement des sports individuels, des arts martiaux, du yoga, de la danse. Puis pour nous, c'est super important parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas ce... On est au primaire, on est en 5e, 6e année du primaire, mais déjà, comme vous l'avez dit, il y a déjà un gap dans les acquis des jeunes, puis dans la performance des jeunes, puis les niveaux d'habileté physique sont déjà différents. Fait qu'en allant vers des sports qui sont plus nouveaux, de faire découvrir des sports à des jeunes, mais aussi ça nivelle tout le monde dans leurs acquis, puis ça permet de raccrocher des jeunes dans leur pratique sportive. Puis pour moi, ça, c'est important, puis je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, Pierre et moi. Oui, le sport, mais d'abord et avant tout l'activité physique. Puis tu sais, la seule raison pourquoi on parle de médailles ce soir, puis de performance, c'est parce que les médailles créent des décrocheurs. Sinon, on n'en parlerait pas. Tu sais, il y a un clivage, il y a une cassure entre le sport d'élite puis l'activité physique. Puis moi, je rêve d'un monde où est-ce qu'on n'a pas besoin de parler de médailles, puis on a juste besoin de parler de la crise d'obésité, de la sédentarité, des temps d'écran, puis de comment l'activité physique peut aider à contrer ça. Mais on parle de médailles constamment. Fait que je pense que la raison pour laquelle on parle de médailles, c'est parce qu'on crée des décrocheurs d'activité physique à cause de ces médailles-là. Fait qu'il il faut revoir notre système pour pas qu'on ait à tout le temps défendre ou critiquer le sport d'élite. Le sport d'élite a sa place, mais il faut trouver une façon de rendre notre population active, puis rendre l'activité physique accessible. Super. Donc là, j'ai une dernière question pour vous tous, avant qu'on prenne des questions de vous. Donc là, OK, on a une proposition d'un nouveau modèle québécois. On s'en va avec ça. On sait que certains d'entre vous sont des locomotives pour ce genre de projet. Si on s'y met vraiment, je pense qu'on peut faire quelque chose. Quelles seront les 2 actions prioritaires, là, si on se dit là, demain, la semaine prochaine, on fait quelque chose? On commence par où? Ça serait quoi vos 2 propositions de ce qu'on pourrait faire qui ferait en sorte qu'on mettrait ce modèle, qu'on le réaliserait? Pierre. Bien, ça prend une grande messe, un temps d'arrêt, où on assoit tous les intervenants qui viennent du sport, de la recherche, nos universités. Je pense qu'on est équipé maintenant pour s'entendre sur un... Bien entendu, ce qu'on propose dans le livre, il y a des ajustements à faire. Ce n'est pas la perfection, mais avec les gens, il faut le faire avec eux. Donc, moi, je pense que ça va prendre un temps d'arrêt où tout le monde s'assoit puis qu'on décide d'aller de l'avant et tous le faire ensemble. Parce que Jocelyn Thibault n'est pas capable de l'appliquer au hockey parce que la population ne comprend pas, puis ni ses membres. Puis il me disait, Pierre, si on réussit à tous le faire ensemble, on sera capable de l'atteindre. Puis je pense que maintenant, avec les données probantes, on est capable, on a assez de données pour convaincre les gens de travailler ensemble sur un modèle qu'on évaluera, qu'on mesurera, puis que par la suite, les autres provinces canadiennes, comme les CPE, ça a pris 25 ans avec les autres provinces canadiennes, y adhèrent, mais on savait que nous, c'était le meilleur modèle, c'était créé au Québec. Je pense que le Québec pourra aller vers un modèle comme ça. Donc, faire une grande messe. Oui. Moi, on dirait que je suis tellement proche du modèle là, que d'arriver à trouver c'est quoi. Mais moi, je dirais ça passe aussi par transmettre l'information au large public, à la population. Ouais. Puis ce qu'on trouvait justement, c'est qu'avec les années, à chaque année, il sortait un rapport de participation qui nous donnait comme résultat des moins pour le niveau d'activité physique. Puis là, bon, ça sort dans le journal, puis là, un article sur la diminution de la condition physique. Et là, bien, il faut que la population générale soit au courant de, 1, l'état de la situation, ça va pas très bien, puis 2, qu'elle puisse être en mesure de discuter, d'échanger, de réfléchir. Puis, par exemple, un parent qui soit en mesure de dire à l'entraîneur de gymnastique de sa fille de 8 ans, qui lui propose de faire de la gymnastique à fond pendant 14 heures par semaine, de lui dire, bien, regarde, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, ça. Puis de questionner, puis donc ça... Et donc, au niveau de la population en général, il faut qu'il y ait un changement là. Qu'il y ait une sensibilisation. OK. Ouais.
Mélanie? Ce que tu dis, Jean-François, me touche beaucoup parce que je pense qu'effectivement, il faut faire connaître ce message-là. Petite anecdote. Donc, on a bien établi que moi, je n'ai jamais fait de sport de compétition, mais un de mes enfants aime le hockey et est dans le hockey compétitif. Et j'avais jamais vécu, donc, cette vie-là de sport compétitif. Alors, on est dans un match. Ils ont 10 ans. OK? Personne ne s'en va dans des NHL. Personne, là. Mais on joue contre une autre équipe et là, on gagne 8-0. Ça fait que moi, je croyant bien faire, je dis, bon, ben gang, je pense qu'on va arrêter ça, on va mélanger les équipes, puis on va recommencer. Qu'est-ce que vous en dites? Je peux vous dire qu'on m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. C'était l'impensable. Puis je pense que c'est ça, il faut qu'on change cette façon de penser. Je pense qu'il y a 2 autres endroits où je travaillerais. Je pense que dans les écoles, c'est un beau levier pour rejoindre les enfants puis envoyer le message qu'on peut faire du sport pour le plaisir du sport. Fait que je pense que ça serait de repenser comment on enseigne l'éducation physique puis comment on évalue aussi l'éducation physique parce que dans le fond, dans ce système-là, il y a aussi l'évaluation de si tu es bon à ton cours de frisbee ou non. Oui. Hein? Je veux dire, c'est là. Puis bien, je m'engage, moi, à travailler avec vous volontiers pour faire rayonner ce modèle-là. Puis moi, de mon côté, je vais continuer à travailler pour qu'il y ait des ressources pour les médecins qui œuvrent auprès des jeunes vulnérables pour qu'on puisse les aider à adopter des saines habitudes de vie. Merci. Mylène? Le 2, j'en ai 3. Oui, OK, c'est bon. Oui, parfait. J'en donne un Pierre, des miens. Pierre, il y en avait juste une, donc tu peux OK, c'est bon. prendre la place. Le premier, bien, en reprenant votre modèle, puis je reviens, puis moi, il faut développer des alternatives à l'écran, il faut des opportunités de faire bouger à tous les moments, il faut que ça soit diversifié, puis que le monde ait du fun, là, que les jeunes. Bien, moi, j'impliquerais les jeunes. Je les amènerais, là, puis je leur dirais qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vous avez besoin, puis avec des modèles différents. Il y en a qui ont des surpoids, puis ils peuvent bouger, puis etc., puis qui ne se sentent pas stigmatisés. Le deuxième élément, bien, je pense que là, j'irais plus avec le ministère de l'Éducation pour essayer de regarder, c'est du temps, là. À quelque part, là, on a tous, dans la plage horaire là, de tout ce qu'on a à faire, comment on intègre, pas le sport, pas nécessairement juste le cours d'éducation physique, mais comment on bouge à travers tout et qu'on change aussi. Tout à l'heure, je parlais là, du début de l'école, la fin. Comment on fait en sorte... puis je regarde en Europe, là, ils ont des parascolaires obligatoires. Ils ne sont pas à 3 heures d'après-midi à la maison, assis avec le téléphone. Donc, comment on réaménage cet élément-là? Puis le dernier élément, bien, c'est l'équité territoriale. C'est pas vrai, entre moi pour Montréal, que tous les jeunes ont accès à des parcs à distance, qui ont accès à des pistes cyclables, qui ont accès à des installations sportives. On se doit de rétablir l'équité territoriale dans ces opportunités-là de bouger. Moi, ça serait mes 3 priorités. Complètement. Merci. Merci. Laurent? C'était quoi la question exactement? La question, c'est... ta priorité. La question, c'est si tu avais 2 actions à faire pour mettre en place un modèle, si tu avais 2 stratégies que tu dirais, c'est les priorités pour que ça marche, cette histoire, tu ferais quoi? Je pense que j'impliquerais les parents sans leur donner trop la responsabilité d'être en charge du destin, du niveau d'activité physique de leurs jeunes. Je pense que c'est vraiment un travail collectif. Moi, j'ai eu la chance de venir d'une famille privilégiée avec 2 parents qui ont décidé de porter la casquette de taxi puis d'aller nous reconduire, mais il faut ôter ces billets de sélection-là. Puis je pense aussi que j'investirais dans le coaching. Je pense qu'un entraîneur, c'est plus que quelqu'un qui transmet les habiletés physiques à un jeune, c'est aussi quelqu'un qui amène tout un leadership et une approche de la vie. Il y a tellement d'acquis à faire dans le sport qui vont beaucoup plus loin que les saines habitudes de vie. Je pense que j'investirais dans les entraîneurs aussi. C'est les entraîneurs, les parents. Donc, maintenant, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont des très, très bonnes questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro ou comment on fait pour... Oui, alors, je vous invite à venir poser vos questions. Il y a quelqu'un déjà là-bas?
Parce qu'on se connaît, j'ai un privilège. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette belle discussion-là, puis d'être présent avec nous ce soir pour parler de l'activité physique, puis de l'avenir du Québec. Je suis l'exemple même, mes parents m'ont laissé grimper sur des buttes, comme vous disiez, j'ai sauté, je me suis pété à la gueule en grimpant dans des arbres, j'ai appris la littératie physique. Aujourd'hui, à l'âge de presque 32 ans, je fais mon doctorat en santé publique. J'ai jamais été autant physiquement actif, mais j'ai jamais été autant sédentaire non plus. Je suis assis devant un écran d'ordinateur littéralement 10 heures par jour. On me demande de publier des articles, d'enseigner des cours, etc., etc. Donc, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous proposez sur cibler les jeunes. Il faut qu'on développe cette littératie physique-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre portion à ce plan-là qui est aussi de dire, on parlait des trajectoires de vie tout à l'heure, de cette continuité-là, de s'assurer que ce soit pérenne dans le temps. Donc, j'aimerais vous entendre élaborer sur ce sujet, s'il vous plaît. Oui. Ben oui, effectivement, on en parle dans le livre. C'est possible d'être sportif et sédentaire. C'est deux choses différentes. Être sportif, être actif physiquement. Être actif physiquement, ça se mesure sur ce qu'on fait et ce qui est recommandé par l'OMS, c'est 5 fois 30 minutes d'activité physique par semaine et compagnie, tout ça. Donc, si on respecte ça, ben, on est assez actif. Mais la sédentarité, c'est autre chose. Puis pour l'adulte, là, ben, dans ce cas-là, c'est 8 heures et plus assis devant son ordinateur. Et ça, ben, malheureusement, on est plusieurs à être poignés là-dedans. Hein. C'est vraiment quelque chose. Mais ce qui est particulier, c'est que quand on regarde les effets de la sédentarité, il y a des gens, par exemple, qui vont courir 3 fois 40 minutes par semaine, puis qui pensent qu'ils sont corrects. Ah, moi, je suis un coureur, je bouge assez, je suis correct, ma santé. Non. Les effets de la sédentarité ne sont même pas compensés par l'activité physique. Et là, il faudrait augmenter le niveau d'activité physique de façon importante pour arriver à compenser ça. Alors, c'est pour ça que dans le livre, justement, on s'est rendu compte que là, on avait vraiment un double problème. On avait un problème de manque d'activité physique et d'excès de sédentarité. Et là, on n'avait pas pensé à ça en 2014, on ne se parlait pas de ça. Mais là, on s'est dit, là, il faut écrire un chapitre complet sur les écrans. C'est rendu, et on parle aux parents, puis ils sont désespérés. C'est rendu, c'est fou. Mon jeune, il ne bouge plus. Alors, c'est un défi, pas juste pour les jeunes, on le voit pour les adultes aussi. Et dans le fond, il faut trouver un équilibre là-dedans. D'ailleurs, il y a des nouvelles études qui viennent de sortir sur le fait qu'à chaque 30 minutes, il faut marcher 5 minutes, que c'est plus important que justement faire 3 fois par semaine de jogging. Oui. Mélanie? J'ajouterais que c'est vrai qu'on peut être à la fois sédentaire et bouger beaucoup, et que la sédentarité, à elle seule, a des effets délétères sur la santé cardio-métabolique, indépendamment de l'activité physique, et ça, chez l'enfant. C'est bien, on a des bonnes données à cet effet-là. Donc, puis le temps d'écran semble être plus néfaste que la sédentarité plus large. Donc, voulant dire, lire un livre, c'est moins néfaste que d'écouter les écrans. Donc, c'est vraiment intéressant quand on commence à étudier l'impact de ces différentes habitudes sur la santé cardio-métabolique et des effets vraiment particuliers, et tout particulièrement le temps d'écran. Pour les adultes, on voit des changements dans les entreprises maintenant qui, justement, veulent retenir ou attirer des nouveaux employés, ou on va investir maintenant dans leur santé globale. On ne le voyait pas avant, c'était des exceptions. Maintenant, j'arrive de l'Université Laval aujourd'hui, où l'université décide de financer un vaste programme de remise en forme pour tous les employés de l'Université Laval. Et il y aura un programme qui va durer 12 semaines. C'est nous qui allons le gérer. Et on va remettre les gens en forme. Donc, ceux qui sont jaunes, on va les ramener verts. Ceux qui s'approchent du rouge, on va essayer de les ramener jaunes. Mais on voit que maintenant, les employeurs ont intérêt à investir dans la santé de leurs employés. Donc, des douches, accessibilité, payer peut-être même des vélos à assistance électrique, financer ce super produit qui vient d'apparaître, où maintenant, on a toute une génération qui ne bougeait plus, qui aura commencé à bouger. Et je vois les athlètes qui ont plein de préjugés envers les gens qui se déplacent en vélo à assistance électrique. Si tout le monde se trompe, là. Moi, dans mon quartier, je n'ai jamais vu autant de gens bouger cet été. C'est des gens qui ne bougeaient pas avant. Là. Maintenant, ils prennent des vélos à assistance électrique, ils voyagent, ils montent des montagnes, ils vont dans les parcs. Donc, il faut changer notre approche. Je dis à mes amis, arrêtez, là. Moi, j'en ai 2 vélos à assistance électrique. J'ai un vélo de montagne et un vélo de route. Puis je me promène en ville, puis j'ai toujours un malin plaisir. Regarde, je monte les côtes, j'ai du fun tout le temps. Puis les gens se disent, Pierre, tu as un vélo d'assistance électrique? Ben oui. J'ai toujours le goût
de sortir à vélo avec ce vélo-là. J'ai toujours du plaisir. Jamais, c'est jamais négatif. Donc, vous voyez, tous ces paradigmes qu'on a, ces freins qu'on a, c'est nous, les humains, qui ont installé ça dans la société. Les employeurs qui trouvaient que la santé, oui, je m'occupe de sa sécurité. S'il se blesse, ça va me coûter cher. Mais sa santé, c'est pas à moi à m'occuper de sa santé, c'est à lui. Là, maintenant, il faut changer tous nos paramètres et je pense que tout le monde peut amener leur contribution. Ça donne vraiment plusieurs idées d'études à faire pour tester ce genre de nouveau paradigme. L'efficacité du vélo, assistance électrique sur la santé cardiovasculaire. 8 vélos sur 10 cette année qui se sont vendus, c'était des vélos à assistance électrique. Ouais. Ça sera de 100 bientôt. Au Grand Défi, cette année, on va les accueillir. On a accueilli 200 cyclistes à la boucle. Cette année, sur 5000 participants, il y aura 2500 participants sur des vélos à assistance électrique. Ils sont bienvenus. Il n'y a pas de chronomètre. Excellent. Venez, c'est ça. Bonsoir. Je suis d'accord avec tout. J'achète tout. Le sport, le fait de bouger, ça fait partie de ma vie, c'est clair. Ce que j'entends moins ce soir et qui m'inquiète, c'est l'enjeu d'être déconnecté de la nature. Donc, j'entends beaucoup l'importance de faire du sport. Que ce soit du sport d'élite, du sport organisé, peu importe. Mais j'entends moins l'importance d'élever nos enfants de manière à ce qu'ils soient vraiment connectés à la nature. Je trouve, et ça me désole complètement, parce que j'ai élevé mes 2 garçons qui maintenant sont de jeunes adultes, en insistant énormément sur le plaisir de gosser du bois, chasser des papillons, passer des heures à essayer d'attraper des grenouilles. C'est que j'ai l'impression qu'on perd, à force de parler du sport, on perd la notion que d'être connecté à la nature, tout part de là, et qu'on bouge dans la nature, et que c'est fondamental de ne pas perdre ça de vue. Et, sans vouloir critiquer, j'aurais aimé que sur le panel, il y ait un passionné de plein air. De plein air. C'est toi le passionné de plein air ou du sport? Oui. Mais sans la performance, juste pour le plaisir. En fait, quand je suis allé m'asseoir après avoir parlé, et là, j'ai fait le checklist de tout ce que je voulais vous dire, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai pas parlé de la nature. Oh, je suis désolé. On a un chapitre complet là-dessus et on trouve ça hyper important, effectivement. Les jeunes sont déconnectés de la nature. Dans les années 80, une étude de questionnaire, 3 jeunes sur 4 étaient dehors à tous les jours, 1 sur 4 quelques jours par semaine. Maintenant, 1 jour sur 4 est dehors à tous les jours, 2 jeunes sur 4 quelques jours par semaine et 1 sur 4, ce qui ne se voyait pas avant, jamais dehors, à part, mettons, pour aller à l'autobus. Là, il fait un petit tour dehors. Okay? Et c'est donc hyper important. Puis quand on parle à des personnes plus âgées, d'autres générations, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient actifs, jeunes? Il n'y a personne qui va nous dire oh, on avait un cours de plus d'éducation physique par semaine ou tout ça. Tout le monde nous dit la même affaire. Ils passaient leur vie dehors. Ils étaient toujours dehors. Plusieurs d'entre vous l'avez vécu. Donc, on est tout à fait d'accord. Il y en a un chapitre complet là-dessus. On parle même des écoles en nature, de l'enseignement, tout ça. Et donc, c'est vrai, c'est un gros enjeu. Un gros défi aussi. Pierre? Oui. Moi, je voulais juste ajouter, puis moi, j'ai hésité entre ma photo avec le scoutisme, parce que moi, le sport, ça a été le scoutisme et le plein air. Mais, tu sais, tout à l'heure, je parlais là, des co-bénéfices. Et pour moi, que ce soit l'activité physique, mais l'accès à la nature, c'est aussi toute la perspective de lutte au changement climatique, de prendre conscience tous les enjeux de santé mentale de nos jeunes et toute la question des inégalités aussi, parce que c'est exactement ça. Qui a accès à la nature? Comment on rend dans une ville comme Montréal, puis il y en a de la nature à Montréal, même si on pense que c'est bétonné, mais c'est possible de transformer notre ville pour qu'il y ait une biodiversité, puis un accès. Puis il y a un projet qui a été fait pour consulter les jeunes, les petits. Sylviana, tu étais là quand il y a eu le panel et l'explication, et les
pour les amener à nous dire qu'est-ce qu'ils voyaient dans leur ville, puis qu'est-ce qui était important. Et eux, ce qu'ils voient, les petits, c'est la nature et la biodiversité. C'est ce qui vient en premier à leur bouche. Donc, pourquoi pas mélanger ces éléments-là et ces problématiques-là pour trouver des solutions communes, et la nature, ça en fait partie. J'ajoute, la semaine passée, on était au cégep de Chicoutimi, puis le directeur veut construire un gymnase double qui va coûter environ 30 millions. On lui a suggéré plutôt de faire un programme plein air pour ses élèves de 30 millions. Ce serait tout qu'un programme. Et il se démarquerait, bien entendu, parce que chez nous, la nature est abondante. Et donc, pour nous, c'est très important. Dans le lab école, d'ailleurs, c'est dans nos priorités. La nature fait partie prenante de l'environnement des jeunes. Quand on a posé la question aux enfants, qu'est-ce qu'ils aimaient le plus, parce qu'on a questionné aussi des enfants, on a questionné 2000 enfants pour concevoir les écoles contemporaines, où les 6 sont terminées maintenant. Là. Il y en reste une à terminer. Bien, la première chose que les enfants nous ont dit, je leur ai demandé quel endroit que vous aimez le plus être à l'école. Ils m'ont répondu dehors. Donc, je disais à Pierre Thibault, tu te fends le derrière à vouloir construire des belles écoles, mais quand les enfants aiment le plus, c'est pas l'école, c'est l'extérieur. Et quand on leur a posé la question, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre cours de récréation? La première chose qui est sortie, le premier élément, ils veulent des arbres. Le deuxième, ils veulent une butte. C'est de lisser puis grimper. Le troisième, ils veulent un banc pour s'asseoir, pour socialiser. Vous voyez, c'est des choses durables. Puis nous, on essaie de construire des choses en plastique qui, avec des rayons UV, deviennent dangereuses et on les condamne. C'est beaucoup plus simple qu'on pense. Donc, les premières écoles nature existeront dans ma région. On est sur le projet. Ce sera 5 écoles primaires. 5 pavillons seront construits en nature. Et les enfants n'iront plus à l'école. Ils iront en nature 100 du temps, comme au Danemark et en Allemagne, qui se sont étendues maintenant presque les écoles de l'Allemagne. C'est les premières écoles nature en Amérique, qui sont dans ma région. Et ensuite, ils auront un parcours secondaire également, 100 nature. Et après leur secondaire 5, on sait qu'ils sont déjà formés pour travailler dans les parcs nationaux. Donc, les Québécois ne travaillent pas dans leurs parcs parce qu'ils manquent de connaissances. On va rétablir la situation. Et maintenant, on veut que le terrain de jeu... Construire des gymnases au Québec, c'est entre 5 et 7 millions. Au Québec, il y a 2300 écoles primaires. La moitié des gymnases sont à refaire. Puis il y a 650 écoles secondaires. Ça, c'est des gymnases doubles qui coûtent environ 8 millions de dollars. Bien, on pense qu'on ne sera jamais capable de tous les faire. Puis je dis aux écoles, sortez les jeunes à l'extérieur. Le gymnase extérieur, il est immense et il n'est surtout pas discriminatoire parce que dans un gymnase, tu as des lignes et tu as des paniers pour compter et mesurer et comparer les enfants. C'est très discriminatoire, un gymnase. Tandis qu'à l'extérieur, ils sont presque tous égaux. Merci à tous. Est-ce que c'est une dernière question? Ou oui, on a le temps, c'est bon. OK, cool. Donc, premièrement, je trouve ça vraiment incroyable qu'on ait autant, genre, qui veulent encourager le changement. Donc, pour vrai, félicitations à vous tous d'être ici. Donc, une chose que je n'ai pas entendue personnellement lors de ce que vous avez parlé, c'est l'importance des parents, mais plus précisément de lead by example. Par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que souvent, tu sais, tu peux inscrire tes enfants à faire du sport, tu peux servir de taxi. Cependant, souvent, les sports, justement, quand tu les inscris à des sports, c'est sur une base compétitive, il y a une compétition là-dedans. Sauf que la nature même d'un sport où est-ce qu'on trouve le plaisir, je trouve que ça serait, admettons, si les parents feraient aussi de l'activité physique avec leur enfant, au lieu de, une fois qu'ils arrivent à la maison, « Ah, je suis fatigué de ma journée, je m'assis devant Netflix, puis j'écoute quelque chose. » Au lieu de faire ça, pourquoi pas prôner l'activité physique en famille de façon à ce que ne pas juste mettre le blâme sur la technologie par la suite, parce qu'il y a quand même une part de responsabilité au niveau des parents s'ils ne font pas de l'activité physique eux-mêmes. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, puis qu'est-ce que vous pourriez... Est-ce que vous y aviez pensé, puis qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour
Oui, alors certainement. Donc, je devrais rajouter dans les choses dont je n'ai pas parlé dans mon 10 minutes, ça. Désolé, c'était assez dur de synthétiser en 10 minutes tout ce dont on parle, mais effectivement, il y a un chapitre complet sur le mode de vie. Puis effectivement, les parents, il y a plein d'études qui montrent que si les parents sont actifs, les enfants ont beaucoup plus de chances d'être actifs, même des fois si c'est seulement un parent. Et donc, et ça marche autant pour les activités physiques que même pour les comportements sédentaires. Et quand on regarde qu'un jeune aujourd'hui de 2 ans et demi au Québec, je ne sais pas si vous avez vu cette étude-là, c'est quand même assez fou, passe en moyenne 9 heures par semaine devant un écran, quand ce qui est recommandé, c'est 1 heure maximum par jour. Et 4 ans et demi, on est rendu à 16 heures par semaine devant l'écran. Alors là, le problème, ce n'est pas le jeune de 2 ans et demi qui décide. Là, on a un problème justement de modèle parental qui va être devant son écran, mais qui va aussi placer son enfant devant un écran. Moi, je ne lis plus, j'ai une fille de 6 ans, je ne lis plus ma presse à batterie au déjeuner. Je ne veux pas qu'elle me voie débuter ma journée tout le temps devant un écran, donc tout ça. Et bouger, bien effectivement, ça passe par les parents. Donc, on parle beaucoup des jeunes, mais ce qu'on voit comme déclin aussi dans les activités, on l'observe aussi dans la population générale et chez les parents. Donc, à Circuit, le programme dont je vous parlais, là, qui est un programme de saines habitudes de vie pour les jeunes à risque de maladies cardiovasculaires, on avait fait une activité, et c'était d'inviter les familles à un défi de 24 heures sans écran. Et là, c'était 24 heures sans écran pour tout le monde, donc les enfants et les parents. Puis après, on a rencontré les familles qui ont participé à ça, puis on les avait préparées, hein, on avait discuté, puis prévu des activités pour eux. Puis j'avais été vraiment étonnée par le feedback des familles. Dans un premier temps, plusieurs parents ont dit « on a appris à se connaître ». Parce qu'on ne mange plus en famille, on mange devant un écran avec notre téléphone, chacun dans son coin. Ça m'avait beaucoup touchée. Et puis, il m'avait également dit que ils avaient besoin de s'organiser parce qu'on ne sait plus jouer librement puis juste comment organiser notre temps. Il faut toujours qu'on ait comme une activité, quelque chose de prévu. Donc, somme toute, je pense qu'effectivement, les parents sont d'importants modèles pour être actifs physiquement, mais également pour restreindre le temps d'écran. Tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que la base, c'est aussi de donner l'exemple. Puis je parlais de mes sœurs qui étaient des modèles, mais pour les parents, un des éléments qu'il faut tenir compte, par contre, c'est tout l'enjeu de la pression, de la culpabilité, de la performance parentale aussi, et de cette vision que les recommandations sont des fois inatteignables, puis qu'ils les portent tout seuls. Et il faut réfléchir à l'échelle populationnelle aussi, comment on soutient les parents, parce que les parents, tu sais, je veux dire, on est tous avec nos téléphones, là, on a tous aussi des défis, comme la nouvelle génération de parents est aussi une génération qui a grandi avec le numérique. Donc, comment on transforme la norme sociale, puis on soutient les parents collectivement à être capables de mettre des limites aux enfants, parce que si tout le monde est à 16 heures par semaine, bien, c'est assez difficile de dire, tu sais, donc comment on le soutient, puis comment on amène cette norme sociale-là et qu'elle soit réaliste. Parce qu'actuellement, si c'est 1 heure par semaine, on passe à 1 heure par jour ou 2 heures par jour plutôt, et on est déjà à 16 heures et plus, peut-être qu'on se met une cible qui est actuellement inatteignable. Et je reviens aux alternatives. Il faut créer des alternatives aussi attrayantes pour être capable, évidemment, là, si on pouvait tous partir sur un voilier avec nos enfants, ça serait... Oui, c'est ça. Pas de problème. Pas de connexion d'écran. Puis, j'ajouterais à ce que tu disais tantôt, Mylène, sur les iniquités sociales, parce que la maman monoparentale qui habite dans un quartier qui est peut-être un peu plus vilain, qui a 3 enfants, 2 jobs, elle ne peut pas dire « Ah, ben là, je vais vous amener au parc ». Puis les enfants ne peuvent pas aller au parc tout seuls parce qu'ils doivent traverser un gros boulevard, puis il y a peut-être des fréquentations au parc qui sont un peu douteuses. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est que en tout cas, mes patients à moi sont souvent de milieux défavorisés, puis ils ont des réalités
auxquels il faut être sensible. Et je pense qu'il y a du travail à faire au niveau de l'inéquité sociale. Puis comme tu disais tantôt, l'accès à des infrastructures d'activité physique, des parcs faciles et sécuritaires. Merci. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Pierre et en vous remerciant très, très chaleureusement pour votre présence et vos questions. Et Pierre, c'est à toi. Tout simplement, mais merci. Hein? Moi, je suis un optimiste dans la vie. J'ai espoir si on travaille ensemble. Là, maintenant, on a assez d'informations pour faire les prochains pas. Les prochains pas, bien entendu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est le financement. L'ère de la guerre, on manque de financement en santé publique. Maintenant, on a dépassé, je pense, le 2 maintenant, 2,5 c'est pas suffisant, on le sait. Du budget de la santé. Du budget de la santé qui a atteint 59 milliards le 22 mars dernier pour 2023, qui était l'an passé à 51 milliards, l'année d'avant à 44 milliards, et en 2019, 39 milliards. Vous voyez, les coûts curatifs montent d'une façon exponentielle. Dans le sport, on ne finance pas assez l'activité physique au Québec. Donc, même dans le domaine sportif, Sport Québec, tous les sports, on manque de financement. On a perdu 50 des bénévoles durant le COVID. On les a presque pas tous retrouvés. C'est difficile de faire fonctionner les organisations. Là, on va leur demander d'être plus inclusifs, de retarder la spécialisation, d'avoir peut-être moins de membres pour retarder, avoir des membres qui vont se promener d'un sport à l'autre. Ça va prendre du financement pour compenser. Vous voyez, inévitablement, on devra s'investir et faire investir nos gouvernements dans ce modèle. Et ça prendra des millions, bien entendu, mais ça prendra un terrain décidé à le faire. Et si on est tous d'accord, bien, on est des votants maintenant. On pourra voter pour ceux qui vont le proposer, tout simplement. Maintenant, préparons l'avenir, travaillons ensemble. Puis, moi, j'ai de l'espoir. Maintenant, on est des gens comme Laurent qui viennent, qui font du travail sur le terrain. Je n'étais pas tout seul, il y en a d'autres. Là. Québec en forme a fait un travail, les filles actives où ils font un travail exceptionnel. Laurent, maintenant, joue à nous. Ça nous fait du bien. C'est quelqu'un qui est un bon bloqueur, qui peut aider à faire avancer les causes, il est crédible. Mais c'est des gens comme ça qui font la différence. C'est des leaders qui viennent à pousser la roue. Puis moi, j'ai espoir, sincèrement, parce que ce qui s'en vient, c'est le tsunami qui s'en vient derrière nous. Ces jeunes, bien, on a une responsabilité. Quand on ne sait pas, on ne peut pas nous accuser. Mais maintenant, on sait. Si on ne fait rien, on pourra nous reprocher plus tard d'avoir rien fait. Donc, on a un devoir sociétal de poser des gestes. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier le comité organisateur de l'ESPOUM, les communications de l'ESPOUM, le comité de philanthropie de l'ESPOUM qui ont travaillé vraiment très, très fort pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Merci.